Pour mes 27 ans, je me suis offert un Vipassana, donc 10 jours de silence complet et de méditation, 10 heures par jour. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience. Donc dans un premier temps, on va poser un petit peu le contexte et on va voir ensemble c'est quoi le Vipassana, pourquoi j'ai décidé de faire cette pratique en particulier et pourquoi j'ai pris cette décision de le faire pour le jour de mes 27 ans. Le Vipassana, c'est une pratique de méditation qui est très ancienne, qui date de l'époque de Bouddha, donc il y a plus de 2500 ans, et qui a été remis au goût du jour sur les 100 dernières années avec plusieurs enseignants, avec notamment Goenka. Donc le Vipassana que j'ai fait, c'est un Vipassana qui a été enseigné par Goenka. Le Vipassana, ça reprend un petit peu l'enseignement du Bouddha. Du coup, le Bouddha qui a atteint l'éveil, son illumination en son temps, et il considérait son enseignement qui s'appelait le Dhamma se diviser en 3 étapes. On avait ce qu'il appelait Sila, la moralité, avec le fait de respecter des codes moraux, comme le fait de ne pas tuer, de ne pas voler. Ensuite, on a le Samadhi, qui est la maîtrise de l'esprit, et qu'on retrouve notamment avec la pratique de l'Anapana, la respiration qu'on a fait sur le début des 3 premiers jours, que je vais vous expliquer. Et en dernier, on a Panna, qui est la sagesse, qui est la purification de l'esprit, et qui se retranscrit avec la méditation Vipassana. Donc ça, c'est ce qui constitue l'enseignement de Bouddha qui pratiquait lui-même et qui lui a permis d'atteindre l'éveil. Donc cet enseignement, j'ai pu l'expérimenter sur ces 10 jours. Pour donner un petit peu de contexte sur comment les retraites de Vipassana s'organisent aujourd'hui, celle que j'ai faite, elle s'organisait à Bali, donc c'était avec le site internet Dhamma que je l'ai booké, et c'était du coup sur la date du 4 juin 2025, donc pour mon anniversaire. L'organisation générale d'une retraite Vipassana, elle est assez simple. Vous allez vivre comme un moine. Donc j'ai vécu comme un moine ces 10 derniers jours. Je me réveillais à 4 heures du matin avec la première cloche. Et il y avait environ 10 heures de méditation par jour. La première méditation, elle était de 4h30 à 6h30. Ensuite, on avait une pause déj pour manger du coup du repas végétarien. On n'avait que 2 repas par jour. Donc le premier à 6h30. Ensuite, on avait une deuxième séance de méditation. On avait la pause repas, donc le seul vrai repas consistant qu'on avait, il était à 11h. Ensuite, on avait un petit temps de pause jusqu'à 13h et on repartait pour 4-5 heures de méditation dans l'après-midi avec des petits temps de pause. Et on remangeait seulement que quelques fruits à 17h. Et après, à la fin de la journée, on avait une discourse, donc un retour, un bilan de ce qui a été vécu par Goenka. Et on pouvait aller se coucher, on était libéré aux alentours de 21h. Ça fait que sur 10 jours, le corps accumule beaucoup de fatigue et ça demande quand même énormément d'énergie mentale de respecter les consignes. Donc moi j'ai essayé de me tenir à la pratique, de me tenir aux consignes et de le faire le plus sérieusement possible pour en retirer les bénéfices et voir si oui ou non cette pratique m'apporte quelque chose. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de tenter cette expérience qui est quand même assez extrême d'un point de vue physique, mental, émotionnel. Moi, pour savoir, la méditation, c'est quelque chose que je pratiquais depuis 6 ou 7 ans et que j'avais du mal à tenir avec beaucoup de régularité. Et notamment, c'était quelque chose que je faisais de manière un peu autonome. Et j'avais cette envie en arrivant à Bali, c'était même avant d'arriver à Bali, j'étais dans une période de burn-out. Donc j'ai vécu un burn-out de novembre à décembre avec une accumulation de choses qui faisait que j'avais une problématique particulière qui était de l'hyperfocus au niveau de mes palpitations cardiaques. C'est assez bête à dire comme ça, mais cette problématique-là m'empêchait de dormir et me créait beaucoup de souffrance. Donc j'ai décidé d'aller pousser ça à l'extrême et d'aller comprendre pourquoi mon esprit, j'avais autant de mal à le maîtriser, à lui donner de la place, mais aussi à faire en sorte qu'il ne me soit pas nuisible. Et j'avais besoin à ce moment-là, du coup, d'expérimenter les sensations du corps. Et en regardant du coup quand j'étais en France un petit peu ce qui se faisait en termes de pratique, j'ai vu le breathwork, j'ai vu exposition en bain froid, donc j'ai un petit peu touché à tout. En arrivant à Bali, j'avais vu ça sur YouTube. Quand je suis arrivé à Bali, j'ai rencontré un ami qui m'a initié, qui m'a permis de découvrir la pratique de Sadhguru, donc une méditation qui s'appelle Shambhavi Mahamudra. C'est une méditation que j'ai
avec laquelle j'ai accroché, qui m'a permis pendant 40 jours de faire 2 pratiques par jour, de terminer un mandala, et ça m'a vraiment mis dans un mood de discipline. Donc j'ai réussi à me discipliner vis-à-vis d'une pratique spirituelle, méditative. Néanmoins, cette pratique, c'est pas la même technique que la technique Vipassana. Donc en fait, je savais pas vraiment dans quoi je m'aventurais. Et du coup, en discutant avec des amis à Bali, ils m'expliquent qu'il y a cette retraite qui est sous donation, qui est possible de réaliser sous 10 jours. Et je me suis dit, bah, il y a une date à partir du 4 juin, c'est mon anniversaire. Pourquoi ne pas m'offrir ce beau cadeau qui est d'aller plus en profondeur sur la compréhension de mon esprit, et pourquoi pas revenir avec un outil qui changera mon corps et me permettra d'évoluer plus sereinement sur les 10 prochaines années, voire les 20 prochaines années. Donc je me suis dit, bah, c'est un signe. Cette date, elle démarre le jour de mon anniversaire, je suis à Bali, pourquoi pas en profiter, allons-y. Bon, maintenant je vais rentrer un petit peu dans le détail du jour après jour, et je vais vous expliquer mon expérience en découpant par phase et en vous expliquant concrètement qu'est-ce que j'ai vécu de l'intérieur, pourquoi je me suis senti comme ça, quelle analyse j'en fais. Comme ça, vous avez vraiment une idée de quelle est la difficulté honnête de cette pratique. Ça vous donnera une idée de à quoi vous attendre. Mais surtout, je vais essayer de ne pas vous donner non plus des détails trop importants sur l'enseignement en tant que tel, parce qu'il faut que vous le viviez vous-même. Et j'ai pas envie de vous donner une idée de mon expérience qui ne sera pas la vôtre. Donc je vais vraiment essayer de parler en mon nom, en mon expérience, sans m'attarder trop sur ce qu'on a fait, mais sur ce que j'ai ressenti moi. Okay. Donc les 3 premiers jours, ils concernaient la partie 2 de l'enseignement de Bouddha, donc la méditation Anapuna, donc un travail du souffle. Et il considère Bouddha que pour observer la réalité telle qu'elle est, il faut être capable de prendre conscience à un niveau le plus infime de sa respiration. Et c'était quelque chose que je faisais déjà dans la méditation, qui est très commun d'observer sa respiration, mais à un niveau plus subtil. Donc en fait, j'ai découvert que respirer en étant conscient du souffle le plus infime, c'est très très compliqué, surtout quand on prend conscience que son esprit a beaucoup de mal à se concentrer sur quelque chose d'aussi simple, parce qu'il part dans tous les sens. Donc pendant les 3 premiers jours, on avait 10 heures par jour, donc on a fait environ 30 heures à se concentrer uniquement, je rentre pas dans le détail, mais uniquement sur son souffle. Donc forcément, il y avait jour après jour des petites consignes supplémentaires, mais c'était ça. Et pour moi, c'était une difficulté très très compliquée, parce que, comme je vous l'ai dit, je venais pour une raison particulière initiale qui était mon battement cardiaque, sur lequel mon esprit mettait énormément de focus et qui m'empêchait de me concentrer. Parce qu'il y avait toute une histoire derrière tout ça, il y avait des difficultés mentales, et en fait à chaque fois que j'essayais de prendre conscience de ma respiration par le nez, mon cœur battait super fort, et c'était un effort mais monumental pour arriver à avoir des petits bouts, des petits laps de temps où j'arrive à être concentré uniquement que ça, et je ne suis pas dérangé par mon cœur. Donc ça, c'était l'enchaînement des 3 premiers jours, mais je me suis tout de suite mis dans un mindset où ça va être dur, mais il faut que je le fasse, et je me suis un petit peu imaginé comme dans un manga. Donc je vous mets une petite référence juste ici pour que vous compreniez dans quel mood j'étais. J'étais un peu dans ce mood là où en fait il faut que maintenant que j'aille profondément là-dedans, et je me suis engagé, je vais pas partir. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est que dès le premier jour, en fait, j'ai pris une grosse claque. Et j'en ai pris plusieurs, vous allez voir dans cette vidéo, j'en ai pris une 5 ou 6. Mais la première claque, elle a été très rapide, c'est-à-dire que dès le premier jour, j'ai fait les 8-9 heures intensives de méditation. Et en fait, j'étais déjà tombé malade un petit peu avant le Vipassana, parce que j'avais dû terminer énormément de choses pour pouvoir être disponible pendant 10 jours, parce qu'en fait, on nous retire le téléphone. C'est une retraite où on n'a pas le droit de communiquer, on est dans ce qu'on appelle un noble silence. Et cette retraite-là, du coup, j'avais pas la possibilité d'avoir mon téléphone. Donc, je me suis retrouvé à avoir un corps qui était fatigué. En fait, j'ai eu tout de suite la barre au crâne dès le premier jour, et j'arrivais même plus à me lever pour la dernière méditation. Et j'ai dit à l'enseignant, c'est bizarre. J'ai l'impression que je tombe malade, j'ai un petit peu de fièvre, c'est étrange. Il m'a tout de suite rassuré, il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est juste ton mental qui essaie de te dire de ne pas continuer l'expérience.
Donc à partir de là, je me suis dit, bon, c'est un signe, je ne suis pas malade, je vais voir comment ça se passera le deuxième jour. Mais tout de suite, j'ai pris une claque. Je me suis dit, ça va être dur. Parce que si ça doit se passer comme ça, que j'ai la barre au crâne et compagnie pendant les jours qui suivent, bah bordel, ça va être dur. Ensuite, du coup, à force de répétition et de travail sur les 3 jours, du coup, jour 1, jour 2, jour 3, donc ça charbonne, on travaille du coup le souffle, on travaille la conscience de respiration fine, je commence à m'améliorer, je commence à avoir des moments où mon cœur ne me gêne plus trop, donc je suis content, je vois que ça progresse sur ce critère-là. Néanmoins, chaque jour était assez dur parce que mon corps n'était pas encore habitué à la bouffe végétarienne, et j'étais plongé tout de suite aussi dans le concept de je suis enfermé un petit peu dans un cadre, une petite bulle. J'ai pas le droit forcément de faire de sport et de mouvement, et pour une personne comme moi qui suis danseur, qui me suis toujours soigné par la conscience physique, par le travail du corps et le mouvement, de fermer les yeux, d'être assis pendant 10 heures, et ensuite sur les temps de pause de pas pouvoir faire grand chose à part juste marcher et regarder les animaux, bah c'est vrai qu'on peut se dire putain ça va me rendre fou un petit peu. Donc je me suis retrouvé étonnamment à kiffer regarder la nature et à l'observer avec plus de précision, et à prendre le temps sur des choses simples, à prendre le temps de m'ennuyer, prendre le temps de m'asseoir et à continuer ce travail du coup de respiration même pendant les temps de pause. Ce qui est étonnant, c'est que dès les premiers soirs, je pensais que le sommeil, donc le fait de me coucher à 21h et de me réveiller à 4h, étant donné que j'avais des grosses problématiques de sommeil à m'endormir, moi c'est surtout des insomnies d'endormissement que j'ai, qui étaient liées à ma prise de conscience du cœur, j'avais cette appréhension de me dire, si j'arrive pas à m'endormir tôt, à récupérer, mais comment je vais faire pour tenir ces heures-là, même si en méditation je pense que je récupère, ça va être dur. Et en fait, je me suis mis à travailler cette technique du souffle pendant l'endormissement. En fait, ça m'a permis de faire des nuits plus ou moins correctes et de m'endormir assez tôt, et de me réveiller suffisamment en forme. Les 3 premiers jours, je me réveillais la méditation du matin, j'étais explosé, je n'arrivais pas du tout à rester concentré, donc je faisais l'effort de me lever, mais je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à faire le travail. Ensuite, quand on est passé au jour 4, du coup ça va devenir intéressant pour vous, parce que je me suis retrouvé à travailler la technique de Vipassana. Et Vipassana qui démarre au jour 4, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ce travail de respiration permet d'affiner l'agilité et la précision de l'esprit sur un point clé pour ensuite rentrer dans ce qu'on appelle la méditation Vipassana, donc la dernière étape, la purification de l'esprit, où on vient déplacer son attention dans différentes parties du corps et on vient se concentrer sur les sensations corporelles. Et ces sensations-là, quand on n'a pas l'habitude de prendre du... Je suis désolé, mais le feu, il est tellement puissant, il me défonce les yeux, donc en fait j'ai l'impression que je discute avec les yeux à moitié fermés qui pleurent, mais bon, c'est pas grave. Je continue cette vidéo du mieux que je peux. En tout cas, le cadre est super mignon. Moi, j'ai réservé un petit chalet pour vous faire cette vidéo. J'ai médité juste avant sur une thématique assez profonde, donc je suis content de faire cette vidéo ici. Mais j'en reviens au sujet. On était sur le travail des sensations, et du coup, au moment où on prend conscience des sensations de son corps, on se rend compte d'à quel point on n'a pas l'habitude de travailler sur cette subtilité. Et au fur et à mesure, du coup, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que le travail de la respiration m'avait beaucoup aidé, et que j'étais capable de progresser très rapidement en respectant les consignes et d'avoir suffisamment de clarté sur les différentes parties de mon corps. Et le but, voilà, en respectant les consignes, c'était d'être capable à terme d'avoir des sensations, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la chaleur, un picotement, une sensation de grattage, une pulsation, une vibration. De la plus grossière à la plus subtile, le but est de se ressentir ces sensations dans chacune des parties du corps. Et je suis arrivé plus ou moins à cette phase-là où j'arrivais à ressentir, moi c'était notamment le cœur. À partir de ce moment-là, mes pulsations cardiaques, elles se sont transformées en mon meilleur allié. C'est-à-dire qu'au début ça me gênait, j'avais énormément de mal à me concentrer sur les différentes parties de mon corps, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais à visualiser, à ressentir mon épaule, mon coude, ma main, et à ressentir des pulsations en fait dans chacune partie de mon corps, de manière unifiée. Et ça, du coup, j'ai continué de progresser dessus, et il est arrivé à un moment donné où je suis sorti d'une méditation au jour 4 ou 5, où j'ai eu un espèce de sensation de paix intérieure, de calme, où je n'avais plus d'hyper focus sur une sensation ou une autre, mais j'étais totalement dans le moment présent. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais la sensation d'avoir vraiment aiguisé tous mes sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat, le toucher. Je me sentais vraiment ouvert. Et à ce moment-là, du coup, je suis sorti de la salle de méditation et je me suis retrouvé à m'asseoir sous un arbre, et en fait à être en état d'ébahissement. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais hyper vigilant, hyper conscient, mais d'une manière très sereine. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. Je pense que c'était le moment vraiment
que j'attendais en quelque sorte, où oui, il est possible d'avoir un moment de pure clarté et de se sentir bien. Ensuite, je suis arrivé sur une autre couche mentale, donc un autre palier, qui a été la prise de conscience du son. Donc mon corps, il est passé d'un focus très interne avec la difficulté à se concentrer vis-à-vis des battements cardiaques, à plus du tout cette sensation-là, avec la possibilité de diriger mon attention, mais maintenant mon esprit commençait à se concentrer sur les sons. Et en fait, à ce moment précis, je me suis imaginé, j'ai repensé à ma mère, parce qu'elle a eu beaucoup de traumatismes au niveau des oreilles, et notamment elle a eu beaucoup d'acouphènes, et elle a beaucoup d'acouphènes, et je me suis dit, mais merde, cette technique-là de concentration lui permettrait à elle aussi également de travailler là-dessus, et pourquoi pas arriver à s'en débarrasser. Et en fait, en ayant cette pensée-là, j'ai revécu cette idée, ce traumatisme, et mon esprit est tout de suite allé chercher l'acouphène, le bruit du silence. J'avais déjà eu une période qui m'avait dérangé pendant le mois d'août, où en fait j'avais fait des insomnies également vis-à-vis de ça, et je me souviens que ça m'avait vraiment dérangé, et mon esprit, du coup, dans la méditation, il allait chercher cette sensation subtile, et en fait je me suis retrouvé à ne plus me concentrer sur les sensations intérieures, mais à être dérangé par mon esprit qui essaie de capter des sons qui potentiellement n'existent pas. Ça a été un travail pareil de lâcher prise et d'essayer de ne pas lâcher la méthode, donc je me suis dit bah c'est pas grave, on continue le taf, même s'il y a ce bruit qui me dérange, je vais rester dans l'état d'esprit qui est enseigné, à savoir l'équanimité et ce que Goenka appelle anicca. Ça, c'est les deux points d'enseignement principaux. L'équanimité, c'est quoi? C'est la capacité de ton esprit à observer les choses, donc à savoir les sensations, d'une manière équanime. Donc sans avoir de désir, ni en éprouvant de l'aversion. Et j'ai remarqué une chose dans le pattern de mon esprit, c'est que j'avais tendance énormément à éprouver de l'aversion envers les sensations, envers les situations et les choses que je ne maîtrise pas. Et sur les sensations corporelles, mon cœur en était un exemple. Il n'y a aucun problème à ressentir son corps, c'est même très beau, mais à partir du moment où l'esprit fait le lien et essaie de repousser cette sensation car elle lui semble désagréable, ou il s'imagine qu'elle va perturber son sommeil parce qu'à chaque fois que je prends conscience de mon cœur, je n'arrive pas à m'endormir parce qu'elle me dérange, il y a des sensations qui se multiplient et on crée un facteur de multiplication. Et en fait, on vient poser une couleur, on vient poser un jugement, et du coup, cette sensation, on la labellise. Et on lui donne du pouvoir. Et le principe de l'équanimité, c'est de ni rentrer dans ce côté aversion vis-à-vis de quelle que soit la sensation, ni rentrer dans le côté je désire. Et le désir également, ça peut être une sensation qui est cool, que l'esprit auquel va s'attacher va essayer de la retrouver. Et dans ces deux cas de figure, en fait, on crée une porte d'entrée et on crée une dépendance. Et ce qu'on veut, c'est ne surtout pas rentrer dans cet état-là. C'est la voie du milieu, selon laquelle Bouddha a compris qu'il fallait ne pas aller dans l'extrême que lui a connu avec l'ascétisme, ni aller dans l'extrême du début de sa vie de la luxure dans son palais, mais la voie du milieu. Je peux m'alimenter ce qu'il faut, je considère les choses telles qu'elles sont, j'observe la réalité telle qu'elle est dans mon corps à cet instant, avec la notion que tout passe. Anicca, ça veut dire que la sensation, elle va apparaître, elle va rester un certain temps et elle va disparaître. C'est la base de l'enseignement de Bouddha et de ce qu'essayait de nous faire travailler Goenka au cours de ces journées. Donc à partir du jour 5, en appliquant ça et en observant du coup toutes ces sensations et ce paquet en fait de peurs profondes qui prenaient forme, je me suis rendu compte que j'avais énormément de sensations que j'avais mis sous le tapis et que j'avais jugées. Et ce qu'ils appellent des sankharas, donc qu'on appelle karma dans le yoga, la densité énergétique, les choses qu'on a multipliées, qu'on a mis sous le tapis, qu'on a jugées, qu'on a considérées avec du désir ou de l'aversion, ils sont bien profonds en fait. Et l'esprit, quand de plus en plus on rentre dans la partie inconsciente, il va nous les faire ressortir. Et ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, il n'y avait pas une raison, il n'y avait pas une sensation que j'avais mis sous le tapis, mais il y en avait un bon paquet. Et ça, c'est un petit peu ce à quoi vous devez vous attendre finalement si vous faites bien le travail, je pense. C'est que moi, franchement, j'ai pris peur, j'ai hésité à plier bagages à plusieurs reprises, parce qu'en fait, je me suis retrouvé à chaque fois démuni. Et putain, mais combien de sensations, combien de sankhara j'ai encore sous le coude, combien j'en ai mis dans ma partie inconsciente. Donc la première, c'était le battement cardiaque. La deuxième, ça a été le bruit du silence. La troisième qui est apparue, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais dans mon burn-out en France. Je me suis retrouvé à expérimenter la dissociation. Donc en fait, cette sensation que mon corps
je n'en ai plus le contrôle et je me retrouve un petit peu dans un état brumeux. Cette dissociation-là, je l'ai revécue à partir du jour 6 et elle m'a amené du coup à voir que mon esprit avait ce pattern-là de quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas, sur lequel il n'y a pas de contrôle, qu'il a déjà vécu et qu'il ne veut pas revivre, il va se projeter avec un sentiment d'aversion en essayant de me dire, bah regarde, quand tu médites ça va, tu arrives à le gérer, mais quand tu sors de la salle de méditation, tu te sens un petit peu vaseux, bah tu vas revivre cette sensation. Et elle risque d'être désagréable, et elle risque de se prolonger, et elle risque de s'aggraver. Et là, ton facteur de multiplication de Sankara, il est gigantesque. Donc ce que j'ai compris, c'est que oui, il y avait bien des choses sous le tapis, oui, mon esprit fonctionnait de cette manière, donc j'en ai pris conscience, et j'ai essayé de me dire, bon bah maintenant, je fais le travail, et je viens faire cette purification-là, et même si c'est inconfortable, c'est dur, et ça me fait revivre ces émotions, ces sensations, ces idées que j'ai eues par le passé, bah, je ne vais pas les laisser me dominer par la suite, et je vais purifier cet esprit-là, et lui donner un autre mode de fonctionnement, qui est celui de l'équanimité, et de l'observation sans réaction. L'idée qu'il faut comprendre derrière un Sankara, c'est qu'il peut y en avoir énormément, ils vont prendre différentes formes, mais à partir du moment où vous ne leur donnez pas de l'importance et vous êtes capable de les observer avec cette équanimité et cette idée bien comprise qu'ils vont apparaître et disparaître, en fait ils n'ont plus leur source d'énergie, leur source de pouvoir, donc ils ne peuvent pas persister. Et j'ai commencé à me dire, bah, on va utiliser ces Sankaras qui remontent pour permettre aux autres qui ont été stockés sous différentes formes également de sortir et d'être éliminés. Donc ça c'était pour le 3e, à partir du jour 6. Il y a eu une autre sensation qui est apparue le jour 6, donc elle n'est pas venue pour rien. À un moment donné, à partir du jour 6, vous allez devoir vous asseoir pendant 1 heure sans bouger un petit doigt. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la séance du soir, de ce Sitting with Strong Determination, je me suis dit, bon bah c'est le premier soir où je bouge pas et je m'investis. Donc je me suis mis en position jambes croisées et j'ai essayé de pas bouger. Et je l'ai fait jusqu'à la fin de la méditation. Et je me suis retrouvé très fatigué. Donc je suis allé aux toilettes et j'ai eu ce frisson qui m'est revenu du bout de l'échine, qui est revenu jusqu'à la tête, qui m'a vraiment marqué, qui m'a un peu fait peur. Et en fait, quand je suis retourné dans la salle de méditation pour la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'ai commencé à faire une petite crise d'angoisse. Donc j'ai revécu, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais j'ai revécu cette sensation de perte de contrôle avec des sensations très désagréables. On s'est mélangé à de la dissociation, c'est mélangé à des sensations très fortes où je perds un petit peu le contrôle. Et en fait, j'aime pas ça, et donc du coup, je lui donne de l'énergie et elle me fait partir de plus en plus en couille. Et je me retrouve du coup à rentrer dedans. J'ai tout de suite dû me mettre de côté, me remettre sur la respiration. J'ai fait le Dhanapuna et j'ai essayé de rentrer dans cet état d'esprit de je t'observe, tu vas passer, voyons voir combien de temps tu restes. Et j'ai réussi à la faire passer. Néanmoins, ça m'a quand même fait peur, mon esprit a commencé à se projeter, et si tu la revis demain, et si tu la revis après-demain. Mais je me suis dit non, tu verras que même si elle se reproduit, tu auras la capacité et les outils pour la gérer. Et puis c'est le but de la faire sortir. Donc c'est cool. 3e étape. La 4e étape qui s'est passée, ça a été un mélange un petit peu de tout. Et pendant les jours, à partir du jour 6, 7, 8, 9, 10, j'ai vraiment charbonné pour essayer d'en tirer un maximum, mais vraiment j'ai douillé. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à enchaîner entre le bruit du silence, la dissociation, des sensations d'inconfort. J'ai expérimenté des sensations très fortes, des sankaras très forts qui venaient me donner la sensation que j'étais attiré pendant ma méditation, pris par la tête et mon corps diminué, pris dans un tunnel très inconfortable. Mais j'essayais de passer au travers, de laisser sortir les nouveaux sankaras et de purifier mon esprit. Ce travail-là était très inconfortable, donc j'ai continué de le faire du mieux que je pouvais. Et jusqu'à arriver au jour 9 où j'ai vécu ma 5e et dernière prise de conscience, qui a été cette sensation de crispage de la mâchoire. Donc je me suis retrouvé pendant une méditation à observer, parce qu'en fait le but de l'exercice maintenant c'était à partir du jour 9 de ne pas s'arrêter qu'à la surface de la peau, à la chaleur, au picotement, mais d'aller essayer de pénétrer à l'intérieur, donc d'aller dans un domaine plus subtil. Et le seul endroit où j'ai réussi à faire ça, c'était au niveau du palais et le contact entre les dents. Et j'ai pu observer que mes dents, quand j'essayais de prendre conscience de ça, elles avaient tendance à se serrer, se rapprocher, et sans le vouloir, c'était quelque chose que je contrôlais pas, elles ont commencé à serrer, et c'était très désagréable. Et je me suis dit encore un nouveau truc, génial, on est jour 9, j'enquille, qu'est-ce que je fais de ça? Et pareil,
même comportement, l'esprit qui commence à se dire ah bah tiens voilà, je te laisse pas tout seul, je t'en remets une couche, tu vois que ça peut arriver pour n'importe quelle sensation, bah tu te retrouves du coup avec une nouvelle sensation qui est le serrage de dents. Et en fait je me suis mis dans le contexte de bon bah observons avec équanimité, certes je ne contrôle pas ça et j'ai mes dents qui se serrent, voyons voir combien de temps ça dure, et je me suis retrouvé à essayer d'appliquer ça pendant mes pauses, pendant les méditations, et en fait je me suis rendu compte qu'en l'observant avec équanimité sans lui donner de l'énergie et de la recharge, bah en fait cette sensation là comme une autre, en refaisant le travail de focus sur les différentes parties, bah en fait je l'oubliais et je me retrouvais à avoir des périodes de gros focus. Donc elle ne m'était plus forcément dérangeante, mais elle a persisté pendant le jour 9 et 10. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon esprit avait une manière très précise de fonctionner, et que bah, j'avais la capacité finalement, quelle que soit la sensation, pas d'y faire face, mais de lui laisser une place, de l'observer de manière juste, et de voir le point 1 et le point 2, le point A, le point B, l'apparition, le fait qu'elle reste et le fait qu'elle parte, et cette impermanence des choses, des sensations, j'en ai pris conscience par l'expérience du corps. La retraite s'est terminée, donc à partir du jour 10, j'avais accumulé énormément de choses, il y avait encore des peurs qui revenaient, plus ou moins concrètes, plus ou moins abstraites. Mais voilà, j'en arrivais à ce point-là où bah, maintenant il faut que je rentre à Canggu. Donc on a eu un temps pour terminer, briser le noble silence au jour 10, on a pu échanger nos expériences avec les différentes personnes. Donc je suis très content parce que sur les 25 personnes, il n'y en a que 2 qui sont partis au jour 3 ou 4. Et tout le reste des personnes sont restés, notamment les garçons avec qui j'ai pu échanger. C'est incroyable toutes les expériences que chacun a vécues. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que parmi ces personnes, il y en avait 4 qui venaient pour les mêmes exactes raisons que moi à l'origine, à savoir pour cette problématique de battement cardiaque qui dérangeait le sommeil. Et je me disais, bah moi j'ai ça, je suis bizarre quoi, c'est bizarre de se concentrer sur son cœur. Qui a ce genre de problématique? Bah en fait je me suis rendu compte qu'au jour 4, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes, et que c'est tout à fait normal, que l'esprit peut nous auto-saboter, et que si on n'en a pas conscience, qu'on vit dans l'ignorance de l'origine de notre souffrance, bah en fait on va continuer de la reproduire. Et c'est un petit peu l'enseignement final que je pourrais vous donner. C'est ce que j'ai compris de cette expérience et de ce que Bouddha essayait de faire comprendre au monde. C'est il a essayé par sa propre pratique et par l'expérience du réel de son propre corps de donner un chemin alternatif à la souffrance. Parce que jusqu'ici, ce que j'ai compris, c'est que chaque schéma et pattern de mon esprit m'invitait à multiplier mes souffrances, car je ne comprenais pas l'origine, la cause et de pourquoi mon esprit fonctionnait de cette manière-là. Maintenant que j'en ai fait l'expérience concrète de mon corps, au plus profond de mon être, avec différents exemples, j'ai compris que c'est un long travail, c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui est éprouvant, mais qu'il est possible de diriger son attention, et qu'il est possible d'avoir cette voie alternative qui n'est pas la souffrance et la multiplication de nos sankharas, mais qui est la sagesse, et d'obtenir une finalité différente, plus de clarté, et de pouvoir se libérer finalement de nos souffrances au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Quand je suis retourné à Canggu, j'étais encore chamboulé, donc j'avais pas le choix, j'ai dû aller récupérer des affaires. Donc le jour 11, je rentre à Canggu, et avec le trop plein de stimuli, le stress, les réseaux sociaux, le fait de reprendre mon téléphone, le fait de revoir les responsabilités, les choses que je pensais qui seraient résolues, qui ne sont pas résolues, et que sur laquelle je dois du coup reprendre contact, bah, ça m'a fait monter de l'anxiété. Et j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passait si j'appliquais tout de suite cette technique pour voir ce qu'il allait en être et comment je pourrais l'implémenter dans ma vie. Donc je me suis posé en arrivant dans ma guest house en sortant de la piscine, et j'ai fait cette méditation là pendant 30 minutes. J'étais très agité, j'avais encore cette problématique de la mâchoire, j'avais encore d'autres choses qui me travaillaient, qui revenaient en tête, et j'ai réussi finalement, en reprenant conscience de ma respiration et de mes sensations, à rediminuer cette excitation mentale, à calmer en fait cet esprit. Et c'est là que j'ai pris conscience que oui, il y a un intérêt à faire cette pratique là, néanmoins pour moi, mais que j'en ai encore un paquet, des choses qui sont sous le tapis, des choses qui sont inconscientes, des peurs qui n'ont aucune logique, des peurs qui sont des peurs qui peuvent ressurgir. Mais ce que je me dis, c'est que
encore une fois, juste aujourd'hui, j'ai pu méditer avant de faire cette vidéo. J'avais une peur qui était assez profonde et assez personnelle, qui est du monde invisible, qui est de la folie, la peur d'écouter sa propre voix, la peur pareil, d'entendre des voix qu'on ne désire pas entendre, qui ramène toujours à cette notion d'aversion. Et j'ai pu constater que c'était assez profond, mais pas forcément véridique. Mais la peur de devenir fou en quelque sorte, parce qu'on a poussé trop loin, parce qu'on touche à des milieux qu'on ne connaît pas, elle est présente. Et elle est présente chez beaucoup de personnes. Et elle est assez enfouie. Et en méditant, je me suis dit, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai de l'aversion envers cette sensation, une voix, on en a tous dans notre tête. On a notre propre voix. Et on est en quelque sorte tous plus ou moins possédés parce qu'on n'a même pas conscience de comment notre esprit fonctionne. Et il nous mène par le bout du nez. Donc j'ai pris conscience en méditant qu'il fallait être capable d'accepter ce fonctionnement de notre esprit et de le prendre par la main, un petit peu comme un grand frère, en pratiquant avec la répétition et en lui rappelant que non, il n'est pas là pour nous auto-saboter, il n'est pas là pour nous faire du mal et recréer de la souffrance, il est là pour nous permettre de nous élever et d'incarner la qualité principale du Bouddha, si on s'en suit à cet enseignement-là, qui est la compassion et l'amour. Et éprouver de la compassion et de l'amour envers chacun des êtres vivants, je pense que c'est une finalité qui est belle sur un parcours spirituel. La quête intérieure du Bouddha, moi, elle me parle personnellement parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui avait un odyssée, parce que j'utilise ce terme qui me parle, qui est juste et qui avait la profonde conviction que l'être humain peut être bon et l'être humain peut être libéré de ses souffrances. Et c'est un chemin qu'il a décidé de prendre et qu'il a enseigné en le faisant par lui-même. Et c'est pas quelqu'un qui est venu donner des techniques, des enseignements théoriques sans les pratiquer lui-même. Donc ce que j'ai apprécié, que j'ai retenu du Vipassana, de ma propre expérience, c'est qu'il est possible pour chaque être humain finalement de prendre conscience de ses rouages mentaux. Il est possible de changer la donne, mais ça demande énormément de travail, de l'implication, de la régularité. C'est un chemin de toute une vie et je ne cesse de me le répéter. Donc tout comme les pratiques de breathwork, de danse somatique, de ice bath qui nous permettent d'avoir un moment de pause pour observer ce qui se passe et avoir ce recul et cette lucidité pour donner une suite qui est différente, pour se changer soi-même. Au-delà de tout ça, il faut juste avoir la volonté de le faire et de perpétuer cet effort-là. Donc moi, par la suite, maintenant, je vais essayer de continuer cette pratique. Je vais devoir faire un choix entre Shambhavi, que j'avais commencé, qui est une pratique spirituelle de méditation hindouiste, donc qui correspond à Sadhguru, et cette pratique de méditation vipassana qui finalement que je préfère un petit peu plus parce qu'elle n'a pas de culte, elle est disponible pour tout le monde. Je considère que c'est un remède universel pour un mot qui est universel, à savoir la maladie de l'esprit. J'entends la maladie par chamboulement de l'homéostasie, le fait que notre esprit n'est plus en accord et ne fonctionne plus correctement, il est plus à notre service, il est devenu auto-saboteur. Je pense qu'il est possible pour chacun d'entre nous de progresser, de changer. Et en particulier, j'ai compris qu'au niveau le plus profond de notre réalité physique, ça sert à rien d'aller explorer, ça c'est mon idée, mais d'aller par exemple, là je vois des super étoiles, j'ai une super nuit éclairée, on pourrait s'imaginer que le monde de l'invisible, le monde de l'inconnu en dehors du corps, il est exceptionnel, le voyage astral, les anciennes vies, la transgénération, tout ce que vous voulez, tout plein de sujets. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, qu'a fait le Bouddha, qui pour moi est légitime et juste, à savoir comprendre sa propre réalité intérieure, le fonctionnement de ses cellules au plus petit niveau, le fonctionnement de notre âme, et de voir comment s'organisent les souffrances et comment elles prennent naissance et comment elles s'installent chez nous, en fait on va aller explorer un monde qui est encore plus complexe, alors que souvent on en ramène à cette idée de connais-toi toi-même. Mais moi, ce que j'avais du mal à appliquer avec toutes ces pratiques, c'est pour ça que je me suis dirigé vers plein de pratiques somatiques, avec la danse, avec le ice bath, avec la respiration, c'est que pour se connaître soi-même, c'est pas se connaître d'un point de vue théorique avec qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que fait telle ou telle pratique. Le bon scientifique, il va analyser la chose et il va l'expliquer d'un point de vue rationnel avec des tests, mais tant qu'il ne l'aura pas fait sur lui-même et qu'il en aura fait l'expérience directe à sa propre réalité la plus pointilleuse et la plus juste, en fait il ne connaîtra pas sa propre vérité, il ne fera que penser et imaginer la réalité des autres. Donc moi je suis dans cet état d'esprit où
La réalité personnelle, il faut la vivre, il faut en faire l'expérience. C'est ce que j'essaie de faire au travers de ma vie, d'être un exemple pour moi-même. C'est ce pourquoi les gens, à mon avis, apprécient mon parcours. Et c'est pourquoi aussi j'apprécie le parcours des gens qui font l'effort de ne pas donner un message généraliste, mais de donner leur propre message et d'inviter les autres à expérimenter par eux-mêmes leur propre vérité. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans cette méditation, qui est pour moi une méditation très somatique et qui permet de connaître la vérité telle qu'elle est, à l'instant T, de son corps, sans jugement, sans désir, sans aversion, en sachant que c'est changeant et qu'au niveau le plus petit de la molécule, de la vibration, de le petit atome, de ces petits espaces minuscules qu'on connaît scientifiquement, et il y a du changement à chaque seconde. Et la réalité corporelle est là, et il faut l'expérimenter pour pouvoir la vivre et la partager. Donc j'espère que cette vidéo et mon partage sur cette expérience vous t'aura impacté d'une manière ou d'une autre. J'ai mon petit feu de camp qui s'arrête, donc je pense qu'on voit plus grand chose sur la vidéo. Je suis très heureux de l'avoir fait, je suis très fier de moi d'être allé jusqu'au bout. J'ai failli abandonner un paquet de fois. J'ai plongé mon nez droit devant dans les peurs les plus profondes et il y en a encore plein. Mais je pense que devenir son propre héros intérieur et participer à sa quête avec honnêteté et authenticité, ça passe par ça. Donc je vous invite à, si vous voulez vous préparer à commencer à méditer dès maintenant et pour pratiquer un Vipassana, je vais mettre tous les liens qui sont nécessaire pour choisir sa retraite. C'est sous donation, c'est international, c'est partout dans le monde, vous pouvez le faire dans plein d'endroits selon où vous êtes dans le monde. Donc je vais mettre toutes les infos en description. Je vous invite à m'écrire en commentaire si vous avez déjà fait un Vipassana, quel a été votre retour d'expérience. Je vous invite à me dire si vous continuez de pratiquer également ou pas. Si vous avez la moindre question sur cette pratique ou pour une des expériences que j'ai pas eu la possibilité de développer assez, je vous invite à la mettre dans l'espace commentaire. Et puis je vous souhaite à tous de continuer d'apprécier la vie telle qu'elle est, d'apprécier à comprendre un petit peu plus loin l'origine de vos souffrances, à essayer de vous comprendre plus profondément. Et puis grâce à ce chemin-là, je pense que ce qui est juste, c'est qu'on ne fait pas tout ça pour nous, comme certaines personnes pourraient nous dire qu'on médite de manière égoïste, parce qu'on cherche à se comprendre. La purification de l'esprit et la compréhension de notre ignorance et de nos souffrances, pour moi, elle a le but final de servir les autres. Et finalement, une personne qui arrive à vraiment faire l'expérience de qui il est, où elle est, sera un grand soutien pour les autres personnes autour de lui. Elle aura une vibration, elle aura une énergie qui sera positive, elle aura un retour d'expérience, une réalité qui est positive et qui aidera les autres. Donc pour moi, j'ai beaucoup de respect si vous êtes ce genre de personnes-là, parce que je sais à quel point c'est difficile. Et je vous apporte tout mon soutien, et je sais que je suis pas le seul à pratiquer, et même si là je suis tout seul dans mon petit chalet et je me suis isolé pendant 2 jours, je vais retourner à la vraie vie, je vais continuer de pratiquer, je vais avoir de nouveau des difficultés, de la souffrance, du désir, de l'aversion, mais je sais que c'est un chemin de vie et qu'il est valable et qu'il en vaut la peine, et je me vois grandir à travers ça, et je me vois progresser. Donc j'ai que 27 ans, mais j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie, et puis même si c'est le bordel dans ma vie, je suis très heureux de pouvoir partager tout ça. Donc si tu as écouté jusque là, check les infos si ça te tente cette expérience là. Moi je vais couper le feu, profiter un petit peu du moment, et puis je vous laisse sur cette belle fin de vidéo autour du feu. Voilà. Namasté, namaskaram. Peace, love, unity, having fun, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous.